Imaginez un désert où la température dépasse 45 degrés en plein été. Aucune électricité, aucun compresseur, aucun moteur. Et pourtant, à l'intérieur d'un bâtiment de terre cuite vieux de 3000 ans, de la glace attend patiemment, intacte, en plein mois de juillet. Comment est-ce possible ? Comment une civilisation, des siècles avant l'invention du réfrigérateur, a-t-elle réussi à produire et conserver de la glace en plein désert brûlant ? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser votre idée de ce que la technologie ancienne était capable d'accomplir, et pourrait bien changer votre regard sur la façon dont nous refroidissons nos maisons aujourd'hui. Chaque été, partout dans le monde, des millions de foyers allument leurs climatiseurs en espérant échapper à la chaleur. Et chaque été, les factures d'électricité grimpent un peu plus. Rien qu'aux États-Unis, la climatisation représente à elle seule près de 6% de toute l'électricité consommée dans le pays. Et pourtant, bien avant l'ampoule électrique, bien avant le moteur à combustion, des civilisations entières avaient déjà résolu ce problème. Elles n'avaient ni électricité ni machine. Elles avaient seulement une compréhension intime des lois de la physique, du vent, du ciel nocturne et de la Terre elle-même. Puis, peu à peu, ce savoir s'est effacé, remplacé par des solutions plus rapides, plus faciles à vendre, mais aussi plus gourmandes en énergie. Aujourd'hui, alors que le monde cherche désespérément des alternatives durables face à la crise climatique, ces techniques oubliées reviennent sur le devant de la scène. Et ce que les ingénieurs redécouvrent est stupéfiant. Nos ancêtres avaient déjà tout compris. Direction l'ancienne Perse, aujourd'hui l'Iran, il y a environ 2500 ans, sous l'empire perse achéménide. Dans cette région où les étés sont écrasants et les hivers parfois glacials, les ingénieurs perses ont mis au point une structure architecturale extraordinaire. Le Yakshal, littéralement fosse à glace. Il s'agit d'un immense dôme de terre cuite, souvent haut de plus de 18 mètres, capable de conserver de la glace et de la nourriture fraîche toute l'année, même en plein désert, sans la moindre source d'électricité. Le principe est né d'une nécessité brutale. Dans ces régions arides, l'eau était une ressource précieuse et périssable. Conserver de la glace signifiait pouvoir préserver des aliments, produire des boissons fraîches pour la noblesse, et même fabriquer un dessert glacé appelé faloudé, considéré comme l'ancêtre de la crème glacée moderne. Les Perses ne se contentaient pas de stocker de la glace. Ils la fabriquaient en plein désert, en utilisant uniquement le ciel nocturne et le vent. Cette technologie s'est ensuite répandue le long des routes commerciales, influençant l'architecture en Inde, en Asie centrale, et jusque dans certaines régions du monde arabe. Des variantes sont apparues, adaptées aux climats locaux, mais le principe fondamental restait identique. Utiliser la nature elle-même comme moteur de réfrigération, une anecdote fascinante. Certains historiens estiment qu'il existait autrefois plus de 300 yakshals actifs rien qu'en Iran, certains fonctionnant encore partiellement au XXe siècle, avant l'arrivée généralisée de l'électricité. Mais comment, concrètement, peut-on fabriquer de la glace dans un désert où la température de jour dépasse 40 degrés ? La réponse tient en un phénomène physique aussi simple que fascinant, le refroidissement radiatif nocturne. Chaque objet sur Terre émet en permanence de l'énergie sous forme de rayonnement infrarouge vers le ciel. Pendant la journée, cette perte de chaleur est largement compensée par l'énergie reçue du soleil. Mais la nuit, sans apport solaire, un objet exposé à un ciel dégagé continue d'émettre de la chaleur vers l'espace, qui agit comme un gigantesque puits froid à environ moins 270 degrés Celsius. Résultat, la surface de cet objet peut devenir plus froide que l'air ambiant qui l'entoure. Les ingénieurs perses avaient compris ce principe des siècles avant que la physique moderne ne le formalise. Près du Yakshal, ils construisaient de longs murs bas orientés est-ouest, créant une zone d'ombre protégée du soleil. Dans cette zone, ils étalaient de fines couches d'eau dans des bassins peu profonds pendant la nuit. Grâce au ciel dégagé du désert et à l'absence d'humidité qui aurait autrement piégé la chaleur, l'eau perdait rapidement son énergie par rayonnement et pouvait geler, même si la température de l'air ambiant restait légèrement positive, parfois autour de 4 ou 5 degrés. Ce phénomène, connu aujourd'hui sous le nom de glace radiative, reste utilisé dans certaines régions rurales d'Iran et d'Afghanistan encore de nos jours. Une fois formée, cette glace était brisée puis transportée dans le dôme du Yakshal, où un second principe entrait en jeu, la masse thermique et l'isolation. Les murs du Yakshal, souvent épais de plus de 2 mètres, étaient construits avec un mortier spécial appelé sarouj, un mélange de sable, d'argile, de blanc d'œuf, de poils de chèvre et de cendres. Ce matériau possédait une capacité isolante remarquable et était totalement imperméable à l'eau, empêchant toute infiltration qui aurait accéléré la fonte. La forme conique du dôme n'était pas non plus un hasard esthétique. Elle permettait à l'air chaud, naturellement plus léger, de s'élever vers le sommet,
où de petites ouvertures laissaient échapper cet air chaud, tout en aspirant de l'air plus frais par la base. Ce mouvement constant, appelé convection naturelle, créait un cycle d'autoventilation qui maintenait l'intérieur de la structure à une température nettement inférieure à celle de l'extérieur, parfois de plus de 20 degrés d'écart. Certains yakshals étaient même reliés à des tours à vent appelées bajir, qui captaient les courants d'air en hauteur et les redirigèrent vers le bas, accentuant encore la circulation d'air frais à l'intérieur du bâtiment. Enfin, une partie de la structure était souvent enterrée sous le niveau du sol. Cela permettait de profiter d'un autre principe fondamental de la thermodynamique. À quelques mètres de profondeur, la température du sol reste remarquablement stable toute l'année, généralement proche de la température moyenne annuelle de la région, bien plus fraîche que l'air en surface pendant l'été. En combinant enfouissement partiel, isolation thermique, convection naturelle et refroidissement radiatif nocturne, les ingénieurs perses avaient créé un système entièrement passif, capable de produire et conserver de la glace sans la moindre source d'énergie extérieure. Alors, pourquoi cette technologie a-t-elle disparu ? La réponse est à la fois simple et un peu triste. Avec l'arrivée de l'électricité et des compresseurs mécaniques au XXe siècle, la réfrigération artificielle est devenue plus rapide, plus fiable et surtout perçue comme plus moderne. Produire de la glace en 1 heure grâce à un compresseur semblait bien plus pratique que d'attendre une nuit entière de ciel dégagé. Le yakshal, autrefois symbole de prestige et d'ingéniosité, a été progressivement abandonné, laissé à l'érosion du temps. Beaucoup ont été détruits par l'urbanisation, d'autres simplement oubliés, considérés comme des reliques dépassées d'un monde pré-industriel. Mais aujourd'hui, cette même technologie revient sur le devant de la scène, portée cette fois par l'urgence climatique et la recherche de solutions énergétiques durables. Le refroidissement radiatif nocturne, exactement le même principe physique qui permettait aux Perses de fabriquer de la glace, est aujourd'hui étudié par des ingénieurs du monde entier. Des chercheurs de plusieurs universités, notamment aux États-Unis, ont développé des peintures et des matériaux spéciaux, capables de réfléchir presque toute la lumière solaire, tout en émettant efficacement de la chaleur vers l'espace, même en plein jour. Ces matériaux, appelés surfaces de refroidissement radiatif diurne, permettent de faire baisser la température d'une surface de plusieurs degrés en dessous de la température ambiante, sans consommer la moindre électricité. Concrètement, comment adapter ces principes anciens à une maison moderne ? Plusieurs approches sont possibles selon le climat. Dans les régions chaudes et sèches, un toit peint avec des matériaux fortement réfléchissants peut réduire significativement la chaleur absorbée par un bâtiment. L'installation de bassins d'eau peu profonds sur une toiture plate protégée du vent peut également exploiter le refroidissement radiatif nocturne pour rafraîchir l'eau qui sera ensuite utilisée pour climatiser passivement l'intérieur pendant la journée. Les tours à vent ou bajir connaissent elles aussi un regain d'intérêt architectural. Plusieurs projets contemporains d'architecture bioclimatique, notamment au Moyen-Orient et en Inde, intègrent des tours de ventilation naturelle inspirées directement de ces structures perses millénaires. Le coût d'installation d'une tour à vent moderne varie considérablement selon la taille et les matériaux, mais reste généralement bien inférieur au coût d'installation et d'exploitation d'un système de climatisation mécanique sur le long terme. L'entretien, quant à lui, est minimal, ni compresseur, ni gaz réfrigérant, ni pièces mécaniques susceptibles de tomber en panne. Ces solutions fonctionnent particulièrement bien dans les climats chauds et secs, avec un ciel dégagé la majorité de l'année et une faible humidité, condition essentielle pour un refroidissement radiatif efficace. Dans les climats humides, en revanche, l'efficacité de ce principe diminue fortement, car la vapeur d'eau présente dans l'air absorbe une partie du rayonnement infrarouge, réduisant la capacité de la surface à évacuer sa chaleur vers le ciel. Il est important, à ce stade, de distinguer ce qui relève de la science solidement établie de ce qui relève du mythe ou de l'exagération. Non, un yakshal ne peut pas remplacer un réfrigérateur moderne pour la conservation d'aliments périssables sur le long terme dans des conditions climatiques quelconques. Son efficacité dépend fortement du climat local, en particulier de l'aridité et du dégagement du ciel nocturne. Non, ces techniques ne permettent pas d'atteindre des températures négatives extrêmes comparables à un congélateur électrique. Elles permettent surtout de maintenir une différence de température significative par rapport à l'environnement extérieur, ce qui, dans un désert où il fait 45 degrés, représente déjà un exploit considérable. En revanche, ce qui est aujourd'hui parfaitement confirmé par la recherche scientifique, c'est que le refroidissement radiatif nocturne fonctionne réellement, qu'il est mesurable, reproductible, et qu'il peut réduire de façon significative les besoins en climatisation active d'un bâtiment bien conçu. Plusieurs études publiées dans des revues scientifiques reconnues ont démontré que des surfaces de refroidissement radiatif correctement conçues peuvent abaisser la température d'un bâtiment de plusieurs degrés,
réduisant d'autant la consommation énergétique liée à la climatisation. Des exemples concrets existent déjà aujourd'hui. En Iran, plusieurs yakshals historiques ont été restaurés et sont désormais ouverts au public, notamment celui de la ville de Yazd, une cité connue pour son architecture désertique exceptionnelle et ses nombreuses tours à vent encore fonctionnelles. Ces structures ne continuent de démontrer, des siècles après leur construction, une capacité de rafraîchissement passif que beaucoup de bâtiments modernes peinent à égaler sans climatisation active. Sur le plan contemporain, des architectes bioclimatiques intègrent désormais ces principes dans des projets résidentiels et commerciaux à travers le monde. Certains bâtiments passifs, certifiés, parviennent à maintenir une température intérieure confortable, sans aucune climatisation mécanique, même dans des régions au climat chaud, en combinant masse thermique, ventilation naturelle et matériaux à forte émissivité radiative. Des chercheurs en ingénierie des matériaux continuent également de développer des peintures et revêtements dits de refroidissement passif, capables aujourd'hui de réduire la température de surface d'un toit de plusieurs degrés en plein soleil, une prouesse qui aurait semblé impossible sans électricité il y a encore quelques décennies. Ce que cette histoire nous enseigne dépasse largement la simple question de la glace ou de la climatisation. Elle nous rappelle que l'innovation la plus durable n'est pas toujours la plus complexe ou la plus récente. Il y a 3000 ans, sans électricité, sans moteur, sans la moindre pièce mécanique, des ingénieurs perses avaient déjà percé les secrets du rayonnement thermique, de la convection naturelle et de l'isolation pour transformer un désert brûlant en un lieu capable de produire de la glace.